de Bitcoin, du dark web à Wall Street. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Milton Friedman, en 1999, qui a tourné dans une vidéo, je pense que Internet va être l'une des principales forces permettant de réduire le rôle du gouvernement. Il dit la seule chose qui manque, mais qui sera bientôt développée, c'est un système de paiement électronique fiable. Et aujourd'hui, les gars, on a Bitcoin. Une idée m'avait envahi. Une idée qui ne me lâcherait plus tant que je ne l'aurais pas codée. Je m'appelle Satoshi Nakamoto. Vous ne me connaissez pas. Du moins, pas encore. Pourtant, mon invention va bouleverser vos vies. Bitcoin, c'est pas juste Bitcoin, c'est l'aboutissement de décennies d'innovation technologique. Ouais. Mais avant de rentrer plus dans le détail, je pense que c'est important de comprendre ce que c'est qu'une monnaie. La monnaie, on l'utilise tous les jours. Pour certains, c'est juste appuyer 2 fois sur le côté de son iPhone et sortir Apple Pay. Pour d'autres, c'est encore utiliser des billets, des pièces, et j'espère, et j'ose espérer en tout cas pour les petits commerçants que vous le faites toujours, parce que l'Apple Pay c'est cool, c'est simple, c'est rapide, mais les petits commerçants ils ont besoin aussi qu'on leur donne de l'argent physique. Bref, c'était une petite parenthèse. Ouais, et une des choses qui m'a le plus frappé quand je me suis vraiment intéressé au sujet, c'est la quantité de connaissances en finance et en économie et en psychologie nécessaires à la compréhension de ce qui semble à première vue en fait simple. Moi, depuis que je suis tout petit, je dis toujours à ma mère, j'ai toujours dit à ma mère et à mon père, je comprends pas pourquoi il y a des inégalités dans le monde, pourquoi on crée pas juste de l'argent, mais sauf que ça marche pas comme ça. Et à force de l'étudier, j'ai compris que Bitcoin, en fait, il répond à une faille. Il répond à une faille qui existe dans notre système monétaire. Et pour comprendre cette faille, j'ai pas d'autre choix que de remonter en fait le fil de l'histoire, jusqu'à l'origine même de ce qu'on appelle l'argent. Allez, emmène-nous. Voilà. Alors, autrement ça, sans l'argent, on est obligé de passer par un truc qui s'appelle le troc. Sauf que chaque transaction, elle est déterminée parce que chaque personne est prête à sacrifier pour obtenir le bien ou le service qu'elle désire. Sauf que je te fais pas de schéma. Hein. Si demain tu veux acheter une maison contre des pommes, ça marche pas. Ça marche pas tout simplement parce que mes pommes, elles sont périssables alors que ta maison, c'est un bien qui est durable. Et puis, je sais pas quel est le connard qui aura envie d'échanger une maison contre des pommes, tu vois. Ou alors, un autre exemple, si je veux quelques-uns de tes légumes parce que tu es le maraîcher du coin pour le dîner, mais que tout ce que j'ai à t'échanger, c'est une de mes chèvres, tu vas peut-être me donner des tomates, des carottes, des pommes de terre, je sais pas, je vais me faire une soupe. Et là, on voit tout de suite qu'il y a un des gros problèmes majeurs de ce système d'échange, c'est l'asymétrie des besoins. Et ça, c'est le talon d'Achille du troc. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas et que ça ne peut pas fonctionner. Et quand on a toutes les gauchias du monde qui nous disent « Ouais, les gars, revenez au troc », c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un moyen d'échange standardisé qui permet en fait de faciliter les échanges. Et cet échange standardisé, cette idée révolutionnaire, s'appelle aussi l'échange indirect. En gros, l'idée, c'est de se mettre d'accord sur un bien commun. Et la seule fonction, c'est de pouvoir l'échanger contre d'autres biens. C'est ce qu'on appelle, plus communément, une unité de compte. L'unité de compte, en tout cas, qui est la plus connue, c'est l'or. C'est l'or, pourquoi ? Parce qu'il remplit 3 fonctions. Il est rare, il est divisible et il est transportable. Et c'est à partir du 19e siècle qu'on a permis à l'or d'être plus facilement transportable. Parce que la difficulté pour l'or, c'est que il est lourd, on pouvait facilement se le faire voler, parce qu'il y avait pas mal, je ne sais plus comment on les appelle, mais en gros, grosso modo, l'image que tu dois avoir dans ta tête, c'est que tu avais des sortes de pirates qui venaient dans ta calèche pour récupérer ta petite once d'or, ton petit pécule. Ouais. Il y avait un moment où il était plus divisible tout simplement, et donc c'est pour ça qu'on a été obligé de passer sur d'autres formes de monnaie comme l'argent ou le cuivre, sauf qu'elles sont beaucoup moins rares, et on a eu aussi d'autres soucis au fur et à mesure du temps, comme par exemple en Grèce, où à l'époque ils grattaient tout simplement les pièces d'or pour récupérer des petits copeaux, derrière ils refondaient des pièces, et donc au final ils faisaient qu'augmenter l'offre en circulation de ces monnaies-là. Et on a eu ce problème bien avant dans l'histoire, par exemple, avec les pierres de Yap ou tout simplement les cauris
qui sont des petits coquillages. Et il y a une histoire qui est intéressante que je ne connais pas par cœur, mais en gros, ce que tu dois retenir, c'est que tu avais une équipe d'explorateurs qui arrivait sur une île. Le moyen d'échange de cette île, c'était les petits coquillages de Cory. Ouais. Cette offre disponible était assez limitée, donc ça faisait une monnaie qui était relativement rare. Tout le monde travaillait, il y avait une société qui s'était mise en place. Et puis un jour, quand ce mec il est arrivé et qu'il a vu qu'il y avait des petits Cory, il s'est dit pourquoi ils échangent ça? Et moi, j'en ai vu plein sur l'île d'à côté. Il est allé sur l'île d'à côté et puis il en a ramené plein et il a fait rentrer en fait de la monnaie en plus en circulation sur le marché. Et sauf que derrière, tout s'est dévalué et puis tout le monde, tout le système en fait a été foutu en l'air. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Hein, mais voilà, donc l'importance d'une monnaie dure, c'est tout simplement d'avoir une offre en circulation qui est relativement rare pour permettre, pour pousser en gros tout le monde à toujours produire et à échanger en fait des biens et des services entre eux. Et à partir du 19e siècle, donc, pour permettre alors d'être plus facilement transportable et surtout plus divisible en plus petites unités, on s'est mis à échanger les petits morceaux de papier que tu connais, quoi. Donc des billets qui représentaient une certaine quantité d'or stocké par l'État tout simplement. En bas du billet, tu avais écrit échangeable contre son équivalent en or. Donc 35 $ à l'époque, ça valait une once d'or. Une once d'or aujourd'hui, pour te donner une idée, ça vaut 3020 €. Et après, du coup, ça a permis tout simplement, en fait, le fait d'avoir cet étalon or, donc de faciliter les échanges, mais aussi et surtout d'entrer dans ce qu'on appelle l'ère industrielle. Et donc de répondre à plus de défis économiques et politiques qui prenaient de plus en plus d'ampleur. Et puis après, malheureusement, il y a eu une guerre. Donc quand l'archiduc d'Autriche, François Ferdinand, il s'est fait assassiner à Sarajevo le 28 juin 1914, ça a déclenché une chaîne de séries d'événements qui ont mené à ce qu'on connaît tous, la Première Guerre mondiale. Donc 14-18, je te fais pas de dessin, c'était un vrai carnage. Sauf qu'après, le problème, c'est qu'une guerre, ça coûte cher. Et demander aux populations, en fait, tout simplement de financer ce carnage avec de nouvelles taxes, c'était signer leur propre arrêt de mort politique. Et les dirigeants, ça, ils le savaient. Donc ils ont opté pour une solution un peu plus ingénieuse. Imprimer de l'argent à partir de rien. Et à partir de là, le résultat, il a été complètement catastrophique. C'est parce qu'une fois que la guerre a été terminée, les monnaies ne valaient plus rien. Le fait que les monnaies elles se dévaluent, il faut juste que tu imagines, par exemple, un ouvrier, père de famille, qui a tout sacrifié pour offrir une vie décente à ses enfants. Et quand la guerre éclate et qu'on lui promet que ce sera rapide, qui reviendra en héros, mais qu'après 4 années interminables dans les tranchées à rien faire d'autre que des choses atroces, il rentre enfin chez lui, épuisé, brisé, et qui voit que sa femme s'est fait baiser par le voisin, et qui découvre en plus en cauchemar que ses économies ont fondu comme neige au soleil, et que ses enfants meurent de faim, que les prix explosent, que tout s'est effondré, et que personne ne sait comment reconstruire le pays, et malheureusement, ça donne l'ouverture à des idéologies extrêmes et à des figures comme Hitler. Et donc là, on tombe dans la Seconde Guerre mondiale, 39-45. Et là, c'est encore pire. C'est encore pire. Et il y a cette image, moi, qui me reste toujours en tête quand j'étais en cours d'histoire au lycée, je crois que c'était même au collège, du gars qui va à la boulangerie chercher sa baguette avec une brouette remplie de billets. Ça, c'est totalement horrible. Et malheureusement, ça se passe encore aujourd'hui. C'est pas juste un phénomène d'histoire. C'est encore le cas, par exemple, au Venezuela, au Liban, et dans plein de pays qui sont peu développés. Et c'est tout simplement atroce. En fait, ils sont en train de créer en fait de la maroquinerie avec leurs billets, les mecs. Limite, ça te coûte moins cher de te torcher le cul avec les billets que d'aller acheter du papier cul, tu vois. Mais oui, c'est ça. Il y en avait un qui avait fait le comparatif et qui a mis la somme de billets qu'il fallait pour acheter du PQ et tu avais plus de papier. Ouais. C'est horrible. C'est horrible. Ah ouais, et j'avais fait une vidéo là-dessus. Et après, du coup, au milieu de ce désastre, au milieu de ces deux grandes guerres, tu as un seul gagnant. C'est les États-Unis. C'est les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retrouvés avec 75% des réserves mondiales en or. Ils sont devenus la première puissance économique, et ça, ils l'ont conservé assez jalousement, et ils le sont toujours aujourd'hui. Et c'est pour ça que Trump est un peu dans ce plan America First, et ils imposent tout simplement en fait leur système monétaire au monde. Mais ça, tu as un mec qui l'avait compris et qui l'avait très bien compris, c'est De Gaulle. En 1944, tu as les États-Unis qui ont convoqué en fait, tout simplement les pays alliés à Bretton Woods. Ils ont posé les bases d'un système monétaire international. Et leur idée, c'était tout simplement de stabiliser l'économie mondiale. Et pour ça, ils se sont dit, écoutez les gars, pourquoi on n'indexerait pas en fait toutes les monnaies sur le dollar, qui lui-même est adossé à l'or, donc ça fait que c'est une monnaie en plus qui est rare, qui est stable. Les Américains, eux, tout ce qu'ils ont dit, c'est non les mecs,
on vous promet de ne pas imprimer, voilà, plus de dollars. Et sauf que, bah non, les mecs, ils n'ont pas tenu leur parole. Et là, guerre du Vietnam, tout explose, ça part en couille dans tous les sens. Et donc en 55-75, la guerre du Vietnam. Et donc dans les années 60, j'ai pas connu, les gars, je suis pas assez vieux. Et pour le financer, bah, ils ont fait exactement ce qu'ils avaient promis de pas faire. Je te fais pas de dessin, vas-y, répondez en commentaire. Ils ont imprimé plus de monnaie. Et c'est là que le château de cartes il commence à s'effondrer. Et comme je le disais, on avait la chance en ces temps d'avoir un président relativement intelligent, De Gaulle, visionnaire, pragmatique. Il a flairé l'arnaque. Il l'a dénoncé publiquement. Il dit d'ailleurs dans une vidéo que vous pouvez retrouver assez facilement sur Internet. Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaine, ce fait entraîne les Américains à s'endetter, et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent, tout au moins en partie, avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre, et non pas avec de l'or qui a une valeur réelle qu'on ne possède que pour l'avoir gagné et qu'on ne peut transférer à d'autres sans risque et sans sacrifice. Et donc De Gaulle, bah lui, il dit ni une ni deux, j'envoie la marine française et on va aller récupérer nos 150 millions de dollars en or. Et on les fait revenir en France. Et bah il y a d'autres pays qui ont suivi et qui ont dit bah les gars, nous on va faire pareil, on va récupérer notre oseille parce qu'on va pas se faire baiser. Et à ce moment-là, et bah, on arrive à Richard Nixon qui prend une décision radicale. Et en 71, il dit j'annonce la fin de la convertibilité du dollar en or. C'est fini. Et au début, c'était temporaire. Mais en final, non, c'est définitif. Et donc, à ce moment-là, le dollar, il devient juste, tout simplement, comme ce que je le disais tout à l'heure, une monnaie fiduciaire, du latin fiducia, donc confiance. L'argent, il n'a pas de la valeur parce qu'on a confiance. C'est juste qu'on a confiance en nos gouvernements lorsqu'ils nous disent que nos billets valent autant que ce qu'il y a écrit dessus. 10 euros, c'est 10 euros. 20 euros, c'est 20 euros. Sauf que derrière, on a d'autres problèmes, on a d'autres phénomènes comme l'inflation, où on nous dit, comme Cricri, Christine Lagarde, c'est son petit surnom, je l'aime bien. Ouais, je sais pas d'où est-ce que ça vient, l'inflation, je comprends pas, elle est sortie de nulle part, elle est sortie de ton cul, ouais, t'as juste imprimé trop d'oseille. Ouais. Il y a de l'hypocrisie à ce niveau-là. C'est clair, ça. à chaque fois, ils sont en train de te trouver la guerre en Ukraine, le machin, le truc. C'est ça. Et là, on arrive en fait à des phénomènes assez catastrophiques au niveau de la finance mondiale. C'est-à-dire que là, on arrive à 2008. 2008 où il y a une prise de conscience massive et limite inquiétante en fait pour tout le monde. C'est Lehman Brothers. Lehman Brothers qui se pète la gueule. Donc vous l'avez tous étudié, j'imagine, en économie ou même en histoire. Je ne sais pas quel type d'études vous avez fait, ou même tout simplement si vous y êtes intéressé un minima, parce que si vous êtes dans les cryptos, j'espère que vous y intéressez, parce que les cryptos, c'est pas que du gambling, c'est aussi toute une idéologie derrière au niveau monétaire qui est très intéressante et que je vous invite évidemment à creuser. Et donc, les subprimes, c'est un gros coup de tonnerre sur la finance mondiale où tout se pète la gueule, les images elles défilent en boucle sur les écrans de télévision, les marchés s'effondrent, la confiance dans le système financier elle est complètement brisée. Mais c'est aussi là que notre histoire sur le Bitcoin elle va prendre tout son sens. Parce que dans l'ombre, tu as un mystérieux personnage qui partage discrètement un document sur une mailing list de techno-anarchistes, de cypherpunk, de cryptographes, avec pour objet Bitcoin, peer-to-peer, e-cash paper.